Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Premier numéro de votre émission débat 100% Bénin pour le compte de ce nouveau mois, le 10e de l'année en cours d'achèvement. Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. Mais sous le regard bienveillant du régime défunt et l'onction de l'ex-président Thomas Boniaï avec à la clé tous les ministériels et battages médiatiques d'appoint, le PVI, le programme de vérification des importations vanté à corps et à cri, mourra quelques mois plus tôt de sa belle mort. Mais pas pour toujours, en croire Dame Rumeur qui sans cesse annonce sa résurrection prochaine. Lointain au départ, le bruit est on ne peut plus persistant ces jours-ci quant à son retour. Le maître à penser pour un tel comeback de sources concordantes, l'actuel chef d'État béninois, propriétaire attitré de la société Bénin Contrôle SA, chargé en tout temps de la mise en œuvre du programme de vérification des importations. Remise en selle du PVI, possible retour à la case du départ pour quel gain? Quelles peuvent en être les principales retombées? On se rappelle encore, comme si c'était hier, le bras de fer juridique ayant suivi sa suspension. 100% Bénin, le numéro du jour se propose juste de susciter le débat autour du probable retour du dit programme. Dans un instant, nous levons donc un coin de voile sur la question avec un homme de droit et un acteur des médias. Mais avant, le point de l'actualité vu par les journaux dans leur parution du jour, et c'est bien la revue des titres. Il s'installe déjà, Kodjovi Amétonou prêt à nous livrer l'essentiel de la une des journaux. Ce premier jour de la rentrée des classes au Bénin, Kodjovi Amétonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Itondi. Bonjour également à nos amis téléspectateurs et bonjour également aux parents d'élèves qui, dans quelques minutes, vont donc accompagner leur progéniture à l'école, comme vous l'avez souligné. Oui, c'est le premier jour des classes au Bénin. J'imagine que la une des journaux, ce n'est pas passé sous silence cette information. Tout à fait, les journaux effectuent également leur entrée pour le mois d'octobre. Ils sont revenus effectivement sur la rentrée scolaire, sans oublier les baisses de recettes qu'on note actuellement au niveau de la douane port Cotonou. Ok, quand on ira pour la découverte de l'essentiel. Donc on démarre avec le quotidien Actu Express qui affiche rentrée 2016-2017 sous de bons auspices. Paris gagné pour le gouvernement de la rupture, même si les légitimes revendications de la CSTB restent à satisfaire. Et puis inondation suite aux premières pluies diluviennes. Les sinistrés abandonnés à leur sort, l'exécutif entre démission et incapacité. Le quotidien communal Info, diminution des recettes au port douane, des inspecteurs douaniers au cœur d'une fraude fiscale, constate le journal Info Plus. Secteur de la cimenterie au Bénin, à qui profite la cabale contre la société Nocibé? Une interrogation, la boussole, inondation des champs de bassin cotonniers du Bénin. Le gouvernement doit commencer par revoir ces chiffres à la baisse. La nouvelle tribune, déclaration de patrimoine, Talon et Humbedi, deux mauvais exemples pour deux institutions, liste des ministres n'ayant pas déclaré leur patrimoine et puis annonce de recrutement dans la fonction publique. Les concours impossibles avant 2017, écrit le journal. La tribune de la capitale cette fois. Rentrée scolaire 2016-2017, ce jour, les activités démarrent sous fond de fraude sociale, écrit donc le journal. L'affiche du jour, rentrée scolaire 2016-2017, l'école rouvre ses portes sur fond de division. L'audace info, baisse des recettes au port douane Cotonou.
Un vaste réseau de faux dédouanements détruit l'économie nationale. La douane serait-elle en train de s'organiser pour tuer la société Common SA? S'interroge donc le journal L'Audace Info. Le confrère de la matinée lui emboîte le pas, baisse incessante des recettes douanières. Voici comment la douane port entretient le phénomène. Common SA, la cible du réseau des fraudeurs invétérés. Et puis pour non-reconnaissance de leur diplôme professionnel, des professeurs certifiés en sit-in couché au ministère d'enseignement secondaire. C'est ce jour quotidien le matin, enseignement secondaire et formation professionnelle, liste des lycées techniques fermés et censeurs adjoints limogés. Le pays émergent, baisse drastique des recettes au port douane de Cotonou. Des inspecteurs de douane encouragent la fraude fiscale. Le DG Torsou Claver doit arrêter. La saignée préconise le pays émergent. Quotidien, le potentiel. Rentrée universitaire 2016-2017 très difficile. L'inscription devient gratuite à l'UPIB ONM. Et puis, après plusieurs semaines de repos, l'école béninoise s'éveille à nouveau. Le promoteur, quotidien donc, le promoteur qui vient du septentrion, année scolaire 2016-2017, une rentrée apaisée au pas de réforme. Et puis, le choléra fait des ravages à Parakou. Plusieurs cas hospitalisés au CHD Borgou. Le Télégramme, nouveau plan de sécurisation du territoire national, l'intégralité des mutations des agents de la police. L'économiste, cette fois, disparition du franc CFA et si la France libérait les États africains, enseignement maternel et primaire, la rentrée démarre avec un déficit de 15 223 enseignants. L'événement précis, année scolaire 2016-2017, de graves inondations accueillent la rentrée. Les affres des derniers pluies à Cotonou en images. Et puis rapport de l'ANLC sur la déclaration des biens au 31 août 2016, talon 9 ministres et 78 députés épinglés. Nouvelle mutation, reprise des classes ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Les grandes réformes annoncées pour une rentrée sans anicroche, talon a enfin assaini. Le système éducatif, assainissement de la capitale économique du Bénin, à quand la fin des calvaires des populations de Cotonou en période de pluie. Le gouvernement appelé au secours joaillier. C'est avec le quotidien Nouvelle Mutation que l'on referme la une des journaux pour le compte de ce 3 octobre. Merci à vous, que je viens maintenant. Je ne le laisse pas partir comme ça. Eh bien, il y a un titre qui a retenu mon attention, des douaniers qui se seraient érigés en fraude. Est-ce qu'il faut accorder du crédit à un titre comme celui-là? Le crédit, oui, parce que la plupart, il y a au moins 4 ou 5 quotidiens qui ont rapporté cette information. Ils se seraient donc agi pour ce que les journaux ont écrit, des dédouanements qui ne respecteraient donc pas les normes, mais à partir du moment où cela participe de la destruction de l'économie nationale, je crois que cela doit préoccuper les autorités au plus haut niveau de l'État. Je veux parler donc du chef de l'État, du ministère de l'économie et des finances, qui doivent donc vérifier véritablement ce qui se passe. D'ailleurs, le directeur général de la douane est interpellé par certains canards et je pense que l'information doit être prise au sérieux. L'information à prendre au sérieux, mais on se rappelle encore le rôle combien important que ces douaniers ont eu à jouer et continuent encore dans un passé très récent à jouer pour booster l'économie nationale. Qu'est-ce qui peut bien se passer pour que ce soit eux qui s'érigent finalement en fraudeurs? Vous savez que des brebis galeuses ne manquent nulle part. Et lorsque les quotidiens ont constaté, ils ont cité même une société qui serait donc la cible de cette forme, parce qu'il s'agirait d'un dédouanement sélectif. Donc à partir de cet instant, c'est forcément pour créer des ennuis à une certaine société que des canards ont cité, pour ne pas le nommer ici, il s'agit de Common SA. Donc je pense que véritablement le chef de l'État, s'il face donc à ce que le NERA cause aujourd'hui à l'économie béninoise, doit véritablement compter sur le port pour redresser l'économie, alors il doit pouvoir donc regarder de ce côté-là, parce que le bruit se fait de plus en plus persistant. J'aimerais bien faire place au débat matinal, mais très rapidement, avant d'y en arriver, dites, il s'agit quand même d'une entreprise béninoise. Vous avez parlé de Common SA. Qu'est-ce que les douaniers disciples de Saint-Mathieu, comme on les appelle affectueusement, peuvent bien vouloir à une entreprise comme celle-là?
Oui, ben, vous savez, c'est une entreprise qui est en concurrence avec beaucoup d'autres acteurs. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent, il y a eu des marches dans ce pays pour dénoncer une certaine pression de la part de cette entreprise qui, en réalité, ne voudrait pas qu'il y ait de la baisse au niveau donc des taxations, parce que Kadhaf Cobon, qui intervient dans le secteur des produits congelés, voudrait quand même qu'il y ait une certaine en tout cas un taux appliqué aux produits importés dans ce pays et respecte donc cette assiette douanière, ce que certains acteurs ne veulent pas en son temps. Et ils ont marché de croire qu'aujourd'hui, la fraude douanière, ouais, de combiner avec ces sociétés qui interviennent également dans le même secteur, eh bien, il y a un certain dédouanement qui s'applique et qui n'arrange pas du tout les caisses de la douane, ce que la plupart des quotidiens ont constaté ce matin, puisque ça a entraîné indubitablement la baisse des recettes au niveau de la douane port. Comment booster l'économie béninoise? La préoccupation est de plus en plus lancinante au niveau du gouvernement et l'équipe en place se bat pieds et mains pour pouvoir aider à sortir la tête de l'eau. À côté, le grand voisin de l'Est, le Nigeria ne se porte pas très bien. Le Bénin en est aussi à tousser haro, donc sur les comportements déviants. Mesdames, Messieurs, place donc au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. Il sera aussi question de l'économie béninoise, mais sous d'autres angles. Tout de suite, la transition, on se retrouve pour le débat proprement dit. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Booster l'économie béninoise, le gouvernement en place n'entend pas faire dans la dentelle. Suppression de la société, solutions technologiques pour le transport au Bénin, STTB, relance de la société Atral, réouverture prochaine du terminal d'Alada. Tout ceci pourrait contribuer à la relance de l'économie béninoise, dit-on, mais à tort ou à raison. Ces différentes initiatives et bien d'autres du genre sont qualifiées d'être des signes avant-coureurs de la relance du programme de vérification des importations PVI, un bruit de couloir qui pourrait bien se concrétiser sous peu. Probable retour du PVI, quelle implication pour l'État et les opérateurs économiques. Sur ce plateau, pour mener le débat en notre compagnie, je vous l'annonçais, un homme de droit, Maître Kato Atita. Il est avocat au barreau de Cotonou. Maître Paul Kato Atita, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Oui. En face de lui, un homme de médias, pas celui-là qu'on attendait, on l'attend toujours. Mais en attendant, nous allons démarrer le débat avec notre confrère Kodjovi Ametonou. Kodjovi Ametonou, à nouveau, bonjour. Oui, bonjour, Joël Tondi. Merci pour la disponibilité à l'endroit des téléspectateurs. C'est un exercice auquel on doit se livrer chaque fois que le besoin se fait sentir. Merci infiniment. Depuis quelque temps, au Bénin, elle a la particularité d'Amrumeur d'être plutôt mieux renseignée, même sur les faits les plus improbables. D'elle, on tient désormais l'imminence du retour du PVI. Et pour plus d'un, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Les carottes sont cuites. Des indices renseigneraient à suffisance sur sa résurrection après avoir été décapité, pour citer l'autre. Et je me retourne vers Kodjovi Ametonou. Le PVI banni hier est probablement remis au goût du jour demain. Improbable celui-là, ou invraisemblable, ou vraiment cela tient encore du possible sous nos cieux? Ouais, je voudrais plutôt tenir le dernier bout de votre intervention pour dire que ça ne va pas surprendre dans la mesure où, juste à l'avènement de la rupture, vous avez constaté tout ce que chacun a pu noter, tout ce qui a été supprimé, réhabilité, et tout ce qui est amorcé en lieu et place a été supprimé à partir de cet instant. Moi, je ne vois pas
en quoi le PVI ne peut pas faire son retour, même si d'aucuns ne le voient pas ainsi ou ne le saluent pas. Eh bien, les acteurs du PVI sont tous pratiquement de retour, que ce soit les ministres, que ce soit aujourd'hui celui qui est devenu le chef de l'État, ou que ce soit l'ancien directeur qui devient ministre. Je crois que le PVI a tous les atouts aujourd'hui pour renaître de ses cendres. Le PVI a tous les atouts pour renaître de ses cendres. Maître Paul Katoatita, vous qui avez l'habitude des gros dossiers, des dossiers qui impliquent l'État, lorsqu'une information comme celle-là commence à fuser de part et d'autre, quelle est souvent votre posture? Oh, disons que, bon, on est là, on observe, mais le retour du PVI en lui-même ne devrait pas poser de problème. Mais c'est la forme sur laquelle il va revenir qui va poser des problèmes. C'est à croire que vous êtes dans le secret de Dieu. Pourquoi la forme sur laquelle Ah non, la forme revenir? va poser des problèmes, de sérieux problèmes juridiques. Je dirais même un problème constitutionnel, ce serait profond comme problème. Mais le retour en lui-même ne devrait pas poser de problème parce que tout régime a un pouvoir d'organisation de l'administration. Mais organiser l'administration, il faudrait le faire en tenant compte d'un certain nombre d'éléments, de facteurs. Et si ces facteurs ne sont pas pris en compte ici, ça va vraiment poser des problèmes. À votre avis, je poursuis donc avec vous, quels pourraient être les facteurs qui militeraient en faveur du retour du programme? Je crois que ce retour du programme de PVI, les gens en parlent de plus en plus à partir d'un certain nombre d'indices, de facteurs, de signaux. Depuis que le régime actuel est là, et qui se rapportent à certaines décisions qui sont prises les unes après les autres et qui laissent transparaître l'idée que l'on veut revenir sur un certain nombre de décisions antérieures prises par l'ancien régime. Alors donc les gens certainement ils voient venir une démarche qui va aboutir finalement à faire revenir finalement également le PVI. Mais comme je le dis, ce n'est pas le PVI lui-même qui peut poser problème. Je le dis comment je ne pense pas. Mais la forme de son retour, la nature de son retour. Oui, Kodovi Amitonou, on se rappelle quand même que c'est un programme qui a nourri assez de bouches. On se rappelle aussi le tollé qui a suivi un peu la suppression de ce programme, ce comeback. Est-ce qu'on ne devrait pas le saluer? Oui, ça dépend de qui doit saluer ou qui doit décrier. Moi, je pense que si vous adressez cette question, par exemple, aux acteurs du PVI ou ceux-là qui avaient bénéficié de ces faveurs en son temps, ils vous diront qu'ils sont vraiment d'accord que le PVI revienne. Mais pour ce qui a conduit à sa suppression, et si nous nous référons donc au rapport même des commissions parlementaires, s'en sont mêlés et ont produit également des rapports. Il y a eu des analyses qui ont été faites avant que le chef de l'État ne se prononce sur la question de la suppression du PVI. Alors moi je pense qu'aujourd'hui en l'État, sans que des arguments véritables ne militent en sa faveur, le PVI, oui, le PVI peut revenir et faire donc des heureux, mais à côté il faut véritablement craindre parce que le PVI c'est pas forcément pour le bien de tous les citoyens. C'est des acteurs qui l'ont géré. Et si à un moment donné, la gestion a été décriée du fait qu'un particulier, ou du moins c'est privé, profite beaucoup plus que l'État, alors que nous devons travailler tous pour le bien-être de tous, alors ça poserait un problème. Et si donc le PVI doit revenir, il faut que l'on revoie véritablement la forme dans laquelle elle doit pouvoir revenir pour le bien de tous. Je vais donner l'antenne à la régie, mais très rapidement, avec la permission de la régie, j'aimerais poser cette question par rapport au bout de phrase de Kodovi Amitonou. Hier, on a posé le problème de PVI qui serait un programme qui profiterait beaucoup plus à un privé qu'à l'État. Aujourd'hui, paraît-il que le privé et l'État font un. Je crois que, j'ai dit tout à l'heure que ça dépend de la forme sur laquelle le PVI peut revenir. Cela est d'autant très important. Il faut voir notre Constitution et lire bien les mots que ça contient. Il faut que nous devions tout faire pour éviter un conflit d'intérêts. Et je vais dire, c'est pourquoi je disais tout à l'heure ici que ça dépend de la manière dont ça va revenir.
Si ça doit revenir sous forme toujours pour Bénin Contrôle, ça pose un véritable problème de droit. Si ça va revenir sous une autre forme, toujours sous la gestion des personnes, des initiateurs de Bénin Contrôle, ça pose un problème de droit. Donc c'est pourquoi je dis que ça dépend de la nature, de la forme sur laquelle va venir. Et nous sommes dans une situation, c'est ce qui me paraît un peu dérangeant. Quoi? Dérangeant. Qu'est-ce qui vous paraît dérangeant? Nous sommes dans une situation un peu particulière. Le régime actuellement en place, face à un certain nombre de dossiers, il y a des situations qui ne permettent pas d'avoir une certaine liberté d'action. Quelles sont ces situations, mesdames, messieurs? Nous y reviendrons tout à l'heure, très rapidement, avec la complicité de la régie, une petite transition, le temps de recevoir l'invité que nous attendions il y a quelques minutes, la régie, avec votre permission. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Elle a fini par nous rejoindre, pas aisé de traverser les grandes artères de Cotonou avec la reprise des classes et l'embouteillage monstre. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour maître, et bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices, et toutes mes excuses. Excuses acceptées, vous prenez au vol l'émission. Nous allons poursuivre avec maître Kato Atita, vous retournez ensuite la parole. Maître Kato Atita, oui, vous... Je parlais tout à l'heure de facteurs. C'est que nous ne devons pas oublier que le gouvernement qui est là actuellement, le régime qui est là, plusieurs de ses acteurs, par le passé, étaient membres de diverses sociétés qui ont eu des démêlés avec l'État béninois, qui ont géré des secteurs sensibles de l'économie. Et malheureusement, ça s'est terminé par ce que nous savons. Et aujourd'hui, la plupart de eux qui sont aux affaires, c'est eux qui dirigent le pays. C'est un handicap. En quoi ceci constitue-t-il un handicap parce le que... Bénin étant régi par les tests, il s'agira juste de les appliquer comme le dirait. Oui, c'est un handicap parce que l'application de ces tests, il faudrait... Ça doit pouvoir un peu jouer sur leur marge de manœuvre dans un certain nombre de secteurs. Les secteurs dans lesquels les entreprises leur appartenant hier ont dû intervenir, les secteurs dans lesquels ces entreprises ont eu des conflits avec l'État, ils ne peuvent pas avoir une liberté absolue d'action sans faire preuve d'une certaine prudence. Et je crois que c'est parce que sur un certain nombre de faits, certaines prudences n'ont pas été observées que les rumeurs dont vous parlez, qui annoncent que le PVI revient, tout ça là à court. Et c'est pourquoi je dis tout à l'heure que nous sommes dans un contexte un peu particulier, que ceux qui nous dirigent aient eu des intérêts hier avec notre État, sont allés en procès avec notre État et aujourd'hui se cumulent entre leurs mains la signature de la République et leur signature personnelle. C'est un problème, il ne faut pas ignorer ça. On se rappelait il y a quelques jours, Actu Express, dans l'un de ses billets, évoquait ce retour. Médéric François Gongo, la fouille, j'imagine, elle se poursuit. Comment aujourd'hui percevez-vous ce retour qui, de plus en plus, devient persistant? Le PVI revient comme un cheval au galop pour plonger l'économie béninoise déjà grabataire dans une morosité extrême. On se rappelle qu'avec le PVI, le port de Cotonou avait eu du mal à avoir 1, 2, 3 navires au profit des ports d'à côté. On se rappelle qu'avec le PVI, qui pourtant sur papier était un programme bien achalandé,
que les commissionnaires agréés, les transitaires et tous les autres acteurs du secteur portuaire souffraient le martyre. L'on se rappelle que les douaniers étaient réduits à leur portion congrue, étaient dans un chômage technique, n'avaient même pas de quoi remplir leur journée. L'on se rappelle également qu'avec le PVI en son temps, que le marché d'Antokpa était mal désiré par beaucoup de ses usagers habituels. Mais aujourd'hui, lorsque dans des conditions où il nous est difficile d'établir l'étanchéité, la limite entre le privé et le public dans une affaire éminemment publique et privée, puisque ce sont les privés qui arrivent notamment par rapport à la filière des véhicules d'occasion, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Quand on parle de programme de vérification des importations, de quelle importation s'agit-il? Le Bénin est-il un pays qui importe des marchandises à grande quantité, ou sommes-nous tout simplement un pays de transit? Et dans ce cas de figure, nous regardons la filière des véhicules d'occasion, qui a été la vache à lait du CFT, qui se retrouve être le bras armé d'une des sociétés qui s'est invitée dans cette filière, dans ce secteur, et qui, moyennant, disait-on en ce moment, des services s'étaient mis en position de s'arracher la patte du lion. Je donne comme exemple tout simplement le tracking qui était à 47 200 et qui était une activité des douanes, mais qui s'est retrouvé de manière bizarre dans l'escarcelle de Bénin Control, puisque appelons un chat, qui s'est retrouvé dans l'escarcelle de Bénin Control, créant un manque à gagner pour l'État béninois de près d'1 milliard et quelques par mois, avec 30 000 véhicules, si on table sur ça. Nous avons constaté que de 209 000 par rapport aux redevances des véhicules, on s'est retrouvé à 399 000 avec l'intervention de Bénin Control. Pour nous, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a eu des accords, il y a eu des arrêtés interministériels, l'arrêté interministériel 052, 056 et 054, qui constitueraient la pomme de discorde entre l'ancien président de la République, Yahi Boni, et son acolyte, son ami d'affaires, l'actuel président Patrice Talon. Nous nous retrouvons aujourd'hui comme à la croisée des chemins par rapport à cette filière. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation pas forcément délicate, et j'allais dire, pas forcément acceptable, parce que comme le disait Maître tout à l'heure, comment peut-on gérer les intérêts de l'État béninois aujourd'hui, lorsque nous avons à la tête du pays un président de la République qui n'avait d'autres activités que celles qu'il faisait avec l'État. Voilà la question fondamentale. Cette question-là, est-ce qu'il faut continuer à se la poser? Les Béninois le savaient. Les Béninois le savaient. Il faut évoluer. Les Béninois le savaient. Ils ont fait ce choix-là. Voilà. Aujourd'hui, l'homme a pris un engagement. Je veux parler du chef de l'État. Il voudrait bien donner satisfaction à tout le monde. Et il a dit, il voudrait bien qu'à la fin de son mandat, l'on puisse lui décerner un satisfecit. Ça, c'est déjà important pour savoir raison garder par rapport aux décisions à prendre, faire la part des choses et ne pas confisquer le public pour le privé et vice-versa, non? Je crois bel et bien que je vous donnerai raison lorsque je me rassurerai de ce que le chef de l'État, dans cette logique d'auditer, par exemple, la Ségub, ne s'est pas limité à une période. Pourquoi doit-on aller vers un audit de manière sélective? Je me rassurerai de ce que le chef de l'État est animé de bonnes intentions, si seulement ceux qu'on a épinglés dans cet audit, ceux qu'on a cités, qu'on a tenté de livrer à la vindicte populaire presque. Attention, c'est un dossier de justice. J'en viens. Vous ne pouvez pas parler de vindicte populaire. Dans cet audit, disposait des résultats des audits. Parce que l'on m'accuse, certes, mais l'on ne peut m'impliquer, l'on ne peut m'inculper, je parle en présence de spécialistes du droit, que lorsqu'on me donne la possibilité de disposer du document qui a servi de base à mon accusation. Mais jusqu'à aujourd'hui, selon les investigations, et je crois bel et bien que Maître Katoa-Tita ne me démentirait pas, les mises en cause ne disposent pas de ce rapport d'audit. L'Assemblée nationale, la fois dernière, a été obligée de demander au gouvernement
de lui mettre à disposition la plupart des audits réalisés. Pourquoi entretient-on un flou artistique au niveau de cet audit? Quelle a été la responsabilité des principaux signataires des arrêtés interministériels qui nous ont amenés à une fluctuation, à une excroissance des redevances dans ce domaine? Vous voulez parler des ministres en poste actuellement? Je veux parler des ministres Koupaki notamment, qui, dans une logique de comité interministériel, en arrivaient à se sucrer allègrement à concurrence de les documents. Nous avons parlé, que le gouvernement lui a confié en son temps. Nous avons parlé des arrêtés qui existent. Nous avons parlé de l'inexistence de l'audit. Nous avons parlé de ce que l'on ait eu à opérer un audit de manière sélective. On me dira que nous ressassons là des faits connus de tous, mais il est important de le dire pour le mentionner que l'on ne peut pas vouloir accuser des gens qui d'ailleurs sont des privés, qui exercent des activités privées dans lesquelles l'État s'est invité, l'État évidemment, dans son rôle régalien, a l'obligation morale et physique de régenter les secteurs d'activité dans lesquels il y a plusieurs acteurs, mais l'État, on a vu, c'est sucré, l'État a laissé s'inviter dans ce secteur des véhicules d'occasion Bénin Contrôle, qui s'est également sucré abondamment. Maître Kato-Atita, vous disait tout à l'heure, vous l'avez suivi, que ce programme fait appel forcément à la filière véhicules d'occasion. Oui. C'est une brèche par rapport aux éventuelles, je dirais, implications de ce retour du PVI annoncé. Bon, je vais aller un peu loin, je vais remonter un peu la filière. Un peu loin. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ont suscité certainement dans l'esprit de nos compatriotes que PVI revient. Et un certain nombre de démarches méthodiques, certainement. Peut-être, je dis, je suis toujours respectueux de nos institutions, respectueux de nos chefs. Peut-être, ils ne s'en ont pas rendu compte qu'il fallait prendre un certain nombre de précautions. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, c'est pour la première fois, nous sommes dans un contexte où ceux qui nous dirigent ont leur signature propre et la signature de la République, les deux entre leurs mains. Or, hier, j'étais en conflit avec la République. Je remonte dès au commencement du régime, les tout premiers conseils des ministres. Vous voyez par exemple, des décisions prises qui concernaient une entreprise dirigée par le passé, par les dirigeants actuels, Sodeco je veux dire. Où il a eu des décisions prises pour décaissement de fonds. Je ne suis pas contre le décaissement de fonds. Je ne suis pas contre si on doit à quelqu'un qu'on ne le paye pas. Pas du tout, ce n'est pas là mon problème. Mais il y a une question de procédure et de forme. C'est quoi cette question? Quand on tient compte du passé, moi, j'aurais souhaité que pour procéder à un tel décaissement, que le gouvernement aille s'associer un juge. Un juge pouvait ordonner ce décaissement. Et faire taire toute suspicion. On peut rattraper cette procédure, anticiper sur tout esprit, toute interprétation aujourd'hui qui tend à dire ils sont venus pour récupérer. Un juge aurait été là, et cela, ça n'existerait pas. Ça, je commence par là. Première chose, la même anomalie s'est répétée dans l'affaire d'audit dont parle mon contradicteur. Et c'est ça qui pose toujours problème. On veut faire audit dans un secteur où on avait des intérêts hier, des intérêts qui ont même été jusqu'en procès. Et ceux qui sont en activité aujourd'hui, ceux que l'on veut auditer, c'est ceux-là qui ont pris votre place. Je crois qu'on aurait dû également s'adresser à un juge. Et le juge aurait pu désigner l'auditeur, l'expert, lui aurait assigné une mission. Et chacun aurait collaboré à ça de façon transparente. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est une série de démarches qui laissent penser qu'on a un objectif que l'on veut atteindre. Et quand vous prenez, parce que je l'ai suivi, je vous dis une chose, un exemple banal que je vais vous donner. Quand moi, ceux que j'ai accompagnés à la police, j'ai accompagné plusieurs personnes dans ma carrière à la police. Quand vous allez, l'enquêteur vous dit, monsieur, j'ai apporté plainte ici contre vous. Il dit que vous avez volé sa moto. Il dit que vous l'avez escroqué. Ceux que j'ai conduits là, on ne leur a rien dit de ça. Ils ne savent pas pourquoi on les a convoqués. On leur demande seulement de se mettre à parler et on leur pose des questions. Mais quelle est la nature de l'infraction qu'on leur reporte? On ne dit pas. Vous voyez des situations comme ça. Et quand moi j'ai relu après tous les documents que j'ai reçus de mes gars, le rapport, on dit en réalité n'existe pas encore.
C'est un rapport parcellaire qui existe. Et c'est sur ça qu'on est en train de faire le travail. Mais vous allez voir autre chose, parce que je l'ai suivi abondamment. Audit ciblé. Oui, je suis tenté de le dire et je crois en cela. Parce que quand je lis les décisions du Conseil des ministres qui ont autorisé l'audit, c'est de janvier 2012, l'audit doit partir de janvier 2012 à avril 2016. Mais, vous voyez, 2012. 2012, Bénin Contrôle était encore en activité. Je n'ai rien contre Bénin Contrôle. Je suis en train de faire sortir ce qui crée des doutes dans l'esprit de nos compatriotes. Et qui vont jusqu'à penser que PVI revient. De 2000, janvier 2012, PVI était encore, Bénin Contrôle était encore en activité sur nos parcs. C'est Bénin Contrôle qui gérait encore en grande partie nos parcs. Et est resté jusqu'en avril. L'arrêté qui a suspendu Bénin Contrôle, interdit Bénin Contrôle de nos parcs, est du mois d'août 2012. Mais quand vous voyez ce rapport d'audit-là, on n'a rien dit de la présence de Bénin Contrôle encore sur les parcs de janvier 2012 à avril 2012 ou en août 2012 pour prendre la dette de l'arrêté. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de fait accablant. Ah non, on ne peut pas dire ça. Non, quand vous liez, on ne peut pas dire que de janvier à avril 2012, Bénin Contrôle n'a pas fait de recettes sur les parcs. L'auditeur doit pouvoir le mentionner. Vous voyez, ça, on constate, c'est vide là. Je n'ai pas fini. Oui. Quand je prends ce rapport, j'ai fouillé le Conseil des ministres, je me suis donné finalement le temps de fouiller à fond. En lisant, je vois que dans le Conseil des ministres, où on accuse quelqu'un en disant qu'apparemment, il n'a pas fait le travail. L'auditeur dit, et le Conseil des ministres reprend, en accusant une société, la société là, je crois société, j'ai vu les noms, j'ai vu AD aussi, j'ai vu Mivo, j'ai vu 50-50. On dit apparemment. Ils n'ont pas apparemment fait le travail. Dans un rapport d'audit. Ce n'est pas bien. L'auditeur devrait aller voir, constater. Est-ce que la mission. Voilà. Est-ce que la charge que l'État a confiée à cette entreprise-là, est-ce qu'elle l'a faite? Et mentionner. Il n'a pas fait. Il l'a fait à moitié. Il est en train de le faire, il n'a pas fini. Les motifs pour lesquels il doit mettre. Mais des termes comme apparemment, dans un document aussi fondamental qui doit servir de base, ça pose un problème. Ça laisse dire que tout laisse penser qu'on a cherché de fautes pêle-mêle à des personnes qu'on a pu identifier. Alors, voyez-vous l'État béninois d'entrer dans un nouveau conflit, comme exactement il y a quelques années? Je ne sais pas. Moi, tout ce qui me dit dans cette affaire-là, c'est que les règles de forme ne sont pas observées de part d'autre. Et je vois, je reviens toujours sur ça, dans cette affaire-là. Les fonds, la répartition des fonds, je le dis, le comité de suivi, là, est resté en place depuis que cette filière est née, depuis 2006 ou 2008. Et ça a connu plusieurs présidents. Jusque-là, il y a eu des membres. Ce comité de suivi prend de l'argent tous les mois pour son budget dans cette affaire de filière-là. Aujourd'hui, on dit qu'il faut pourchasser les autres, mais on dit comité de suivi là ne dit rien. L'audit ne dit rien sur eux. Mais ils ont pris toujours de l'argent de janvier 2012 jusqu'en avril 2016. 1500 par véhicule. Et je dis, si ça fait 1000 véhicules par mois, ça fait 1,5 milliard par mois. Et c'est géré par le comité. Alors, le comité qui est le gardien des autres, on ne poursuit pas les gardiens, mais on poursuit le voleur, le gardien qui a laissé les gens voler, qui a pris aussi de l'argent. On ne les poursuit pas, on ne les interroge pas. C'est tout ça qui fait penser aux gens que c'est une situation minutieusement étudiée pour atteindre un objectif. À pas planer, les divergences d'hier, sauter les goulot d'étranglement, ça reste l'un des engagements du régime actuellement en place. Médéric François Gongo, est-ce que là, c'est déjà des fausses notes qui pourraient plomber de tels engagements? Je crois que le gouvernement actuel est en très mauvaise posture pour donner des leçons aux opérateurs économiques, aux investisseurs privés, qui ont sué sang et eau, qui ont contracté des dettes et qui ont imaginé une filière qu'ils ont eu à organiser de bout en bout durant des années, bel et bien avant l'intervention de la société de l'actuel président de la République, Bénin Contrôle.
Normalement, le programme d'investissement, le programme de vérification des investissements et des importations devrait améliorer les activités économiques et devrait permettre aux populations et aux usagers des secteurs mentionnés d'en bénéficier. Mais contrairement à cela, nous avons constaté dans le passé, et les éléments d'enquête existent, les éléments de preuve existent, et nul ne peut nous contredire sur ce terrain que le PVI a été suicidaire à l'économie béninoise. Aujourd'hui, on veut reprendre le PVI, mais on procède par un terrorisme des opérateurs économiques. Puisqu'à l'évidence, c'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on t'accuse, lorsqu'on veut te trouver des fautes et amener la justice à te sanctionner, l'on doit te donner la possibilité. Je viens. Si vous prenez vous mettez un peu de gants, évidemment, pour apprécier le parcours de ceux-là aujourd'hui incriminés. Je viens. C'est vrai que la filière des véhicules d'occasion a été la vache à lait pour tous les régimes politiques. Ce n'est pas du temps de Kérékou qu'on me démentirait. Ce n'est pas du temps de Boniaï qu'on me démentirait. Et ce n'est pas du temps du président Patrice Talon aujourd'hui qu'on va me démentir. Parce qu'à l'allure où vont les choses, on a des éléments évidents, probants et irréfutables pour regretter que les accointances entre les intérêts de l'homme d'affaires devenu président de la République et l'État-nation se retrouvent tellement vives que l'on doit s'inquiéter de la suite des événements. Alerter, ce n'est pas tirer déjà des conclusions qui ne pourraient être que hâtives. Donc vous êtes dans mais c'est jouer le rôle d'objecteur de conscience. Même si, sur la base des résultats de la Cour d'arbitrage d'Abidjan, l'État béninois était dans l'obligation ou de payer près de 169 milliards à l'opérateur économique qui croit qu'on avait maladroitement suspendu le contrat qui le liait à l'État, ou lui permettre de reprendre ses activités. Ça, c'est la majeure. Mais est-ce qu'un président de la République, chef de l'État, qui se retrouve être chef d'une des grandes sociétés opérant dans ce domaine, va laisser les choses se dérouler comme s'il n'était pas le gestionnaire du social, comme s'il n'était pas le garant de l'impartialité, comme s'il n'était pas celui-là également qui doit protéger les opérateurs économiques? Ça, c'est la question. Est-ce que ces sociétés doivent toujours continuer de fonctionner comme auparavant, quand il n'était pas au pouvoir? Quelle sera la valeur que l'on donnera à la signature des ministres, des directeurs que l'on reconnaît pour avoir servi sous lui et dans ces structures? Comment doit-on comprendre les retraits des agréments de certaines sociétés, STTB et autres dans l'espace portuaire? Encore que là, nous pouvons être dans des procédures judiciaires à venir qui pourraient amener l'État dans des années après à payer des dommages et intérêts. Voilà autant de préoccupations qui nous amènent aujourd'hui à nous reconcentrer sur la situation pour dire que c'est inopportun, ce n'est pas productif pour l'État et ce ne sera pas productif pour l'économie. Maintenant, pour les privés, pour parler des privés qui opèrent dans ce secteur. Quelques mots, Médéric, oui. Je crois bel et bien que le chef de l'État aussi a été un privé. Et les sociétés, je ne parle pas des personnalités politiques qui se sont retrouvées dans ces filières et qui, sans rien faire, se sont sucrées abondamment. Je ne peux pas les défendre. Je ne défendrai pas non plus des sociétés en tant que telles, mais je défends le privé. Le privé, nous sommes dans une économie libérale. Le privé qui investit, qui contracte des dettes, qui est dans la filière, qui connaît la filière, se retrouve aujourd'hui en porte-à-faux avec l'État sur la base des fonds que génèrent ses activités. Voilà la question. La question qui, oui, moi, m'embarrasse un peu. À cette question, oui. Quand on mène le débat sous cet angle-là, est-ce que ce n'est pas un peu biaisé? Quand on sait, contre lui et contre sa volonté, il se trouve que l'homme est là, mais pour autant, il ne peut pas fermer les yeux sur ses propres activités. Encore qu'il a dit, il s'est dessaisi de la plupart de ses activités. Là, est-ce qu'il ne faut pas voir l'apport que le retour d'un tel programme pourrait apporter à l'économie béninoise et demander aussi à ce que ceux qui doivent à l'État puissent payer l'État? J'ai dit tout à l'heure que moi, je ne suis pas contre si quelqu'un commet une faute
qu'on puisse le remettre à la justice. Je ne suis pas contre, ce n'est pas mon problème, mon objectif. Mon objectif, c'est que les choses se fassent dans la régularité. Que les choses se fassent sans donner l'impression que l'on est en train de trier ceux que l'on peut remettre à la justice pour subir la sanction. Et on est en train de protéger d'autres. C'est ça que je dénonce. Mais j'ai une autre préoccupation fondamentale. Oui, pour conclure. Il faut que les Béninois prennent de la hauteur. Et je dis toujours, il y a du respect pour nos dirigeants, respect pour nos institutions. Mon contradictoire a parlé tout à l'heure de la condamnation en forme de 164 milliards, tout ça. Sincèrement, je vais vous surprendre. Je voudrais, moi, respectueusement, suggérer au chef de l'État de revenir sur son engagement politique et de récupérer cet argent. C'est son argent. Pourquoi? Ah oui, c'est son argent. Il l'a donné. Ah non, de revenir dessus. C'est son argent. Les tribunaux ont condamné la République du Bénin à lui payer cet argent. Pourquoi cela vous gêne? Non, je vais m'expliquer. Le temps est complètement terminé. Je vais m'expliquer. Rapidement, oui. La République, je vais supplier la République de lui payer son argent. Il n'est pas bon que la République soit en lien de dépendance vis-à-vis de son chef. Recevoir de son chef un don d'un montant aussi important, à un moment où il détient les deux signatures, la signature de la République et sa propre signature, et appelé à gérer le pays, encore dans des secteurs dans lesquels il a travaillé, il connaît bien. Je crois que nous devons avoir un certain comportement pour anticiper sur un certain nombre de choses. Si nous voulons exercer la plénitude de contrôle sur nos dirigeants, nous ne devons pas nous-mêmes nous rendre en position de faiblesse vis-à-vis d'eux. Cet argent, c'est son argent. Lui-même est un homme d'affaires, il doit avoir des dettes vis-à-vis des banques. Il doit avoir des travailleurs qu'il n'a pas payés pendant des années. Il doit avoir des assureurs. Mais il faut qu'il les règle, il règle comment? Et il n'est pas le seul associé non plus de Bénin Contrôle. Il doit y avoir d'autres associés. Ceux-là, ils font comment? Cet argent est énorme. Moi, je pense que sur le plan de l'équitabilité, il faut qu'il prenne son argent et que maintenant la République puisse exercer la plénitude sur lui. Sinon, nous allons toujours suspecter des problèmes de conflit d'intérêts. Et nous ne pouvons pas finalement un jour avoir raison parce que nous avons nous-mêmes accepté de recevoir de lui un don aussi important. Merci Maître Kato Atita, Médéric François Gogo, toutes mes excuses, le temps est complètement parti. Merci à vous, mesdames, messieurs, ça fait court. Mais on saura rattraper le temps. 100% Bénin. Le numéro du jour, nous y mettons un thème sur cette citation de l'auteur américain Robert Collar. Je cite, « Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. » Mesdames, messieurs, que d'efforts continuent pour vous pour un mois d'octobre pleinement réussi. À demain. Pour notre plateau de 100% Bénin, le débat, nous venons de le lancer. Quant au retour du PVI, les acteurs, la parole à eux, demain, pourquoi pas. À très vite sur 100% Bénin.